Le Centropolis de Laval est fier de vous présenter, sur les ondes de la télévision régionale de Laval, votre émission « Ça vaut le détour ». Bienvenue à Ça vaut le détour. Merci encore une fois d'être avec nous cette semaine. C'est Anne-Marie Kirouac qui va vous accompagner pour la prochaine heure. Et je vous annonce tout de suite le menu de la deuxième portion de l'émission d'aujourd'hui. On va parler de quelque chose que je connais moins, mais que je vais découvrir avec vous, les métiers de la construction. Et on va en discuter avec trois personnes qui viennent d'établissements qui proposent des formations pour les métiers de la construction ici à Laval, de la Commission scolaire de Laval. On aura des représentants du Centre de formation Le Chantier, l'École polymécanique de Laval et le Centre de formation en métallurgie de Laval. Donc, beaucoup de choses à vous faire découvrir en deuxième portion. Mais pour tout de suite, je vous présente les collaborateurs qui sont autour de la table cette semaine. Nicolas Poirier, Martine Larose et Awatef Criqueroux. Bonjour à vous trois. Bonjour. Ça va bien? Ouais, très bien. Toi? Ben oui, très bien. Déjà prêt pour une nouvelle émission, faire découvrir toutes sortes de trucs. Tout à fait. Et pour le printemps aussi, comment ça faire chaud, c'est bien. Avec le soleil, hein? C'est difficile de... Et aujourd'hui, Awatef, tu nous parles de théâtre. Oui, Les Muses orphelines. Les Muses orphelines de Michel Marc-Bouchard. Oui. Et Martine, toi de ton côté? Hydratation, exfoliation, comment bien entretenir notre peau justement avec le soleil qui arrive. Oui, avec les changements de saison, assez importants. On en aura tous les détails tout à l'heure. Et on commence avec Nicolas pour débuter cette émission. Tu nous parles de cinéma et là, on va remonter... Oui, surprise! C'est oui, surprise, hein? Tu as choisi un thème particulier. Non. Mais on va remonter un petit peu dans le temps avec toi. Tu nous parles d'un film de 2000. Exactement. Mon film préféré et ça vaut le détour. Ça vaut le détour pour aller le louer, l'acheter ou même essayer de le voler si ça donne. De le piquer à un voisin, à son frère. C'est ça. Alors moi, je vous parle du film Memento. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, j'ai entendu parler, mais je l'ai jamais vu. Moi, je l'ai vu. Je dois dire que je m'en souviens, oui, vaguement, parce que ça fait quand même une douzaine d'années, 13 ans. 13 ans, c'est ça. Mais j'ai un souvenir que c'était excellent comme film, vraiment. Et c'est un film très spécial parce que, bon, on se raconte l'histoire de Léonard, un gars tout à fait normal. Et lui, ben, il est à la recherche de celui qui a assassiné sa femme pour, évidemment, le tuer. Alors, l'histoire est assez simple, c'est assez banal, dit comme ça, sauf qu'il a été victime d'une évasion de domicile, c'est ce qui explique la mort de sa femme. Et durant cet événement-là, il a reçu un coup sur la tête et à cause de ça, il a une drôle d'amnésie. Il ne se rappelle plus de mémoire, il n'y a pas de mémoire à long terme. La dernière chose qu'il se rappelle, c'est toujours... c'est ça, excusez-moi. Oui, c'est ça. C'est ça, je me suis mélangé. La seule chose qu'il se rappelle, la dernière chose qu'il se rappelle, c'est sa femme qui est en train de mourir. Donc, lui, il veut essayer de trouver l'assassin. Mais comment est-ce qu'il peut faire s'il y a une mémoire à très, très, très court terme comme ça, de quelques minutes? Il oublie, c'est ça. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se tatoue tous les indices sur lui. Il prend des photos de chaque personne qu'il rencontre, puis il identifie si c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de mal. Et le film, en plus, pour nous faire comprendre un peu comment c'est, parce que ce film-là aussi, selon beaucoup d'experts, ça s'appelle l'amnésie antérograde. Et ça, c'est le phénomène d'avoir une commotion cérébrale, puis après ça... Une mémoire à très, très, très court terme, de ne pas être capable de rien se rappeler, ça s'appelle comme ça. Et selon beaucoup de spécialistes, c'est le film qui représenterait le mieux cet état-là. Et pour que le public comprenne un petit peu ce par quoi le personnage passe, le film commence par la fin et se termine par le début. Et ça, la structure du film j'aime ça. Très spéciale. Déjà, je sais quand je suis allée relire pour m'en souvenir du film la description. Déjà, de lire la description, ça nous plonge dans l'état du personnage principal parce que le synopsis ou le résumé du film est vraiment tout à l'envers. C'est difficile à comprendre, mais ça nous plonge déjà dans l'état du personnage principal qui... Ça doit être difficile quand même de se dire « je ne me souviens plus de rien de ce que j'ai fait il y a quelques minutes ». C'est ça, ceux qui souffrent de ça, ils n'ont aucune mémoire. Tu peux leur dire « hey, tu as une mémoire à très, très, très court terme ». Ils vont l'oublier 10 minutes après.
Et c'est ce que vit le personnage dans le film. Puis pour donner un exemple, à un moment donné, il se réveille dans une chambre de motel. Il retrouve une bouteille d'alcool. Puis il se dit dans sa tête, je me sens pas trop sous. Donc, il peut même pas se rappeler, est-ce qu'il est sous ou c'est quelqu'un d'autre qui a bu? Donc, c'est vraiment à très court terme. Et c'est Christopher Nolan qui a réalisé le film. Et pour ceux qui ne sauraient pas c'est qui, c'est celui qui a fait la dernière trilogie de Batman. Ah ouais. Ah, OK. Et On a vu Batman. Inception aussi, qui est très spécial aussi. Ça rentre dans les rêves. Et ce projet-là a commencé en 96. C'est Christopher Nolan et son frère, Jonathan Nolan, qui s'envoyaient des correspondances pour créer cette espèce d'histoire-là. Et finalement, quand en 2000, ils ont décidé de le faire, ils ont trouvé les fonds, 4,6 millions pour le faire, bien, finalement, le film était là, à cause du bouche à oreille. Tout le monde a trippé sur le film. Ça a été dans une tonne de festivals. Il n'y a pas un distributeur qui voulait le prendre. Il n'y en a pas un, mais tout le monde l'adorait. Pourquoi? Parce que c'est trop mélangeant comme histoire. Est-ce qu'il y a vraiment un public pour ça? Finalement, c'est ceux qui ont fourni l'argent pour le film qui ont décidé de le distribuer. Et le film a fait en tout 40 millions au box-office international. Quand même, hein? Pour 4,6 millions d'investissement, c'est le film aussi qui a pas mal fait connaître Christopher Nolan. Oui, tout à fait. C'est ce qui a permis de faire. C'était dans ses premiers films. C'est son deuxième film. Puis à partir de là, les studios l'ont un peu testé avec le film Insomnia en 2002. Ça a très bien marché, donc ils lui ont donné la chance de réaliser Batman. Et ce qui est spécial avec ce film-là, c'est que, quand ils ont commencé à le distribuer en salle, il fallait qu'ils trouvent des façons de faire le marketing pour ce film-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont envoyé des photos random à des inconnus. Une photo de Guy Pearce, qui interprète le rôle de Léonard dans le film. Il est torse nu, il y a du sang partout sur lui, puis il pointe un spot sur lui où il n'y a pas de tatou. Il envoie ça à du monde comme ça. Donc, ça a fait parler du film. Oh, ouais. Mais c'est vrai que les films, des fois, comme ça, qu'on n'a peut-être pas vu quand ils sont sortis, puis qu'on n'a pas revu en club vidéo, il faut les ramener pour se dire, il y a tellement des bons films qui ont été faits dans les dernières années. Tu fais très bien de le souligner, Nico, vraiment d'aller rechercher un petit peu dans les premiers films, surtout des réalisateurs qu'on connaît aujourd'hui pour d'autres choses. Mais Memento, je pense que vraiment, t'as bien choisi, ça vaut le détour. C'est un chef-d'œuvre, ça vaut le détour. Ouais, c'est vrai, et on rappelle Memento, Christopher Nolan, que vous pouvez trouver partout, dans des discothèques quelque part. Comme tu disais, allez le voler pour l'écouter un petit peu. Merci, Nico. On va se quitter un petit peu en studio. On va aller voir tout de suite un topo de Younes El Moustier, notre collaborateur, qui a assisté il n'y a pas très longtemps au lancement du défi 25 heures. C'est un défi d'énergie cardio pour le fonds José Lavigueur. Avec l'opération Enfant Soleil, ce grand organisme pour les enfants. Et c'est un défi, donc 25 heures d'activité physique sans arrêt, mais pour une bonne cause. Et on va voir le reportage de Younes. On est avec José Lavigueur. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes porte-parole d'Énergie Cardio, mais aussi de l'événement 25 heures d'Énergie Cardio. Pour le fonds José Lavigueur, est-ce que pouvez-vous nous expliquer c'est quoi, en fait? Bien, c'est un fonds qui a été créé en 2006 avec la bonne idée d'Alain Baudry, qui est le président d'Énergie Cardio. Et c'est un fonds qui est associé à Opération Enfant Soleil, donc qui est géré par Opération Enfant Soleil et qui a deux objectifs très, très précis. Une mission, dans le fond, de promouvoir la pratique d'activité physique pour prévenir la maladie chez les jeunes et chez les enfants. Donc, le lien avec Opération Enfant Soleil était évident. Mais aussi, on veut faciliter l'accès à l'activité physique chez les jeunes qui présentent un handicap. Donc, on veut faire bouger les jeunes, on veut carrément prévenir la maladie. Mais il y a aussi des fonds que vous amassez pour la Fondation. Oui, clairement, depuis maintenant 4 ans. En fait, cette année, c'est la 4e édition du défi cardio 25 heures. Un défi qui a été créé au départ pour souligner les 25 ans d'énergie cardio. On s'est dit, on va faire quelque chose de spécial. On va faire un cardio 25 heures. Un défi qu'on va lancer aux participants. Un relais de 25 heures sans arrêt. Et ça fait une boule de neige incroyable. En 3 ans, on a remis 1 400 000 $ à Opération Enfant Soleil via le fonds José Lavigueur. Juste l'année passée,
On a remis 603 000 précisément au Téléthon Opération Enfant Soleil. Tout le monde était bouche bée. C'était un montant extraordinaire. Et là, bien, cette année, on lance le 4e défi cardio 25 heures qui va avoir lieu le 25-26 mai prochain. Et on invite la population à participer, membres ou non membres. On va sur le site Internet déficardio25heures.com. On fait un don en ligne. C'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce que ça vous fait de voir autant d'argent amassé pour une seule cause? C'est tellement, tellement touchant. C'est d'abord très honorant de prêter son nom à un fonds qui a une si belle mission. Je suis moi-même impliquée avec Opération Enfant Soleil depuis 9 ans. Fait partie de l'équipe d'animation, extraordinaire équipe d'animation. On a beaucoup, beaucoup de plaisir et c'est du bénévolat qui rapporte beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et là, en ce moment, fin mars, on est en pleine tournée des octrois. C'est-à-dire qu'on se partage tout le Québec, on se partage toutes les régions et on va remettre des sous un peu partout. On est comme le Père Noël, là. C'est super agréable, c'est super touchant parce qu'on rencontre des gens de grands centres hospitaliers, mais aussi des petits centres. On va à Saint-Pierre, je m'en vais bientôt en Gaspésie, aux îles de la Madeleine. On va remettre des sous et beaucoup de cet argent-là qu'on va remettre, parfois je vais remettre un don là, à un organisme, comme j'ai fait la semaine dernière à Longueuil. Cet argent-là qu'on remettait à l'organisme Les Copains d'abord, qui est pour faire bouger des enfants qui sont en fauteuil roulant, provient du fonds José Lavigueur. T'sais, alors, c'est vraiment, vraiment des grands, grands moments inoubliables, des moments juste de bonté, de grande bonté. C'est très valorisant aussi pour nous-mêmes, pour l'action qu'on fait pour aider ces jeunes-là. Oui, et je pense qu'il faut les aider, il faut s'impliquer. Nos enfants, on le sait, c'est notre priorité. Absolument. Alors, de faire un don, de s'impliquer de près ou de loin avec le défi cardio 25 heures, ben c'est de faire une différence. Merci beaucoup, José. Tu Zumba un peu, toi, ouais, non? Ah ben oui, je danse très bien, c'est ce qu'elles disent. J'ai des clichés, j'ai comme un stéréotype, là, mais il me semble qu'avec un nom comme Lounès, il me semble que tu tu devrais m'inviter puis tu vas voir de... Bon, non, juste un petit mambo comme ça. Non. Okay, arrête de m'humilier devant tout le monde. Non, regarde. C'est le Zumba pareil. Peut-être un jour. Merci beaucoup. Merci à toi. De retour en studio, mais avant de poursuivre avec la chronique de Martine de cette semaine, je vous présente juste ce qu'on a sur la table. C'est du shish taouk qui nous vient de notre voisin ici, le restaurant Saint-Elze, sur la rue Saint-Elzéar, à côté de nos studios de TVRL. Donc, on déguste du shish taouk aujourd'hui. Bon appétit très bon. à vous Merci, tous. On en c'est déguste très bon. pour vous Très aussi. bon. Et tout de suite, on plonge, Martine. On l'a dit en introduction, tu allais nous parler d'hydratation dans cette période de printemps, donc de changement de saison. L'hydratation de la peau, surtout. Oui, mais pour faire une bonne hydratation, l'étape numéro 1, c'est vraiment l'exfoliation. Et malheureusement, les gens ne connaissent pas ça assez. Et là, je regarde tes mains, Nicolas. Et lorsque je vois des mains blanches comme ça... Les mains sont secs, sont très secs. Exactement. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on veut bien s'hydrater le corps, lorsqu'on va appliquer la crème, si on ne fait pas des exfoliations sur une base régulière, la crème va rester à la surface de la peau. Parce que si on regardait vraiment la peau de manière microscopique, bon, la peau est pleine de petits trous. Ouais. Et on renouvelle notre peau régulièrement et ces fameuses peaux mortes-là, ils s'en vont pas si on ne les fait pas disparaître. C'est vraiment microscopique, là, vraiment à l'œil nu, on ne peut pas voir ça. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que les peaux mortes restent à la surface et rentrent dans les petits pores de peau. Et ça bloque les pores de peau. Ouais. Donc, lorsqu'on applique la crème, pouf, ça reste juste sur le dessus. Ouais, ça les bouche encore. Exact. Ça les bouche plus ou moins, c'est juste que ça n'arrive pas à rentrer en profondeur. Donc, lorsqu'on prend une exfoliation, un exfoliant, et on fait l'exfoliation, je vais juste vous le mettre pour que vous puissiez voir un petit peu... Mais quand on a la peau sèche, ça n'a pas tendance à assécher Exfoliation plus la peau, non? Le droit, un petit massage. Un petit massage. Non, je vais te laisser faire. Mais non, parce que c'est sûr que dans le temps, bon... Donc là, on peut le... Je vais te laisser, Anne-Marie. Ouais. On peut le mettre... Idéalement, il faut utiliser... Lorsqu'on fait le choix d'un exfoliant, il faut choisir vraiment à base de produits naturels. Ouais. Alors, la plupart du temps, on le voit, c'est un peu des grains de sable, des grains de sucre, des grains de sel, qui va vraiment faire frotter pour déloger. C'est vraiment du sable ou... Oui, tout à fait, c'est ça. Il peut y avoir un peu de composantes un peu plus chimiques. Bon, je vous les recommande peut-être un peu moins, là, parce qu'on ne veut pas venir non plus prendre du papier sablé. Dans le temps de ma mère, je me souviens, il y avait des gants exfoliants et ça te arrachait la peau. Comme les gants de crin, là? Oui, mais les gants de crin, plus ça va, si vous faites le tour sur le marché, vous n'allez pas en trouver qui sont hyper abrasifs. Là. C'est vraiment de plus en plus doux parce
qu'on s'est rendu compte que de vraiment faire un papier sablé, là, ça va venir abîmer les vaisseaux à la surface de la peau. Est-ce que les gants de crin peuvent remplacer à la limite certaines crèmes pour exfolier? Ou, le gant de crin, je vous dirais que ça va ensemble. Moi, je prends un gant de crin et je mets mon exfoliant dessus. Et idéalement, donc on fait ça. Lorsqu'on commence de le faire, idéalement, il faudrait toujours le faire 3 fois par semaine pour commencer. Après ça, on s'adapte. C'est beaucoup quand même. Oui, sauf que notre régénération cellulaire, là, elle se fait beaucoup. Puis si vous ne l'avez jamais faite, là, bien, allez voir au microscope votre peau et il y en a beaucoup de peau morte là. Déchets. Oui, c'est ça. Mais ça, 3 fois par semaine pour le corps, pas pour le visage. Mais pour le visage, c'est sûr qu'il faut se baser un peu sur si vous avez une peau grasse, une peau plus sèche. La peau plus sèche, on va un peu peut-être l'agresser si on va 3 fois par semaine. Mais bon, on ne va pas 3 fois par semaine non plus pendant 6 mois. Là, je voudrais peut-être les 2 premières semaines. On part idéalement dans la douche parce que dans le bain, sinon, bonne chance pour nettoyer le bain par la suite. Mais on fait ça donc sous la douche, à l'eau tiède de préférence, pas trop chaude, pas trop froide. On part des pieds et mouvement circulatoire, on monte vers le cœur que de ne pas faire l'inverse. Ça va vraiment venir faire un mouvement et ça va venir activer la circulation sanguine en même temps. Donc, ça va vraiment tout déloger les peaux mortes à la surface de la peau et ça va activer notre régénération cellulaire, donc pour produire encore plus de belles peaux. Et ça serait 3 fois par semaine au début? Au début. Par la suite, on tombe à 2 et après ça, on s'ajuste, 1 ou 2 fois selon le type de peau. Le plus elle est sèche, on pourrait aller à 1. Et là, tu nous dis de faire ça dans la douche, donc entre faire l'exfoliation à la maison ou d'aller se faire une exfoliation en cendre. C'est sûr qu'on pourrait le faire en cendre. C'est quand même l'équivalent au niveau des bienfaits ou... en cendre, je vous dirais, peut-être qu'ils ont des extraits un peu plus naturels, de haute gamme, de haute qualité. Alors, c'est sûr que pour un soin d'une centaine de dollars, on n'ira pas à toutes les semaines faire ça. Là. Alors, c'est ça l'importance. On peut en faire 1 à 2 fois par année et le restant, on le fait à la maison. Et une fois qu'on applique la crème, idéalement, n'utilisez pas des crèmes... ça vaut la peine d'investir dans une bonne crème. Évitez toutes les crèmes qui ont du pétrole à l'intérieur. Regardez les ingrédients, vous serez surpris des ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Vraiment une bonne crème hydratante, idéalement. Pas trop parfumée. L'huile d'argan avec de l'huile d'olive, c'est ça, vraiment des produits naturels encore une fois et ça fait une hydratation. Essayez-les à la maison, là, vous allez voir tout de suite la différence. Peau neuve, puis on va être prêt pour l'été, pour recevoir le soleil aussi. Hein? Oui, parce que c'est un agresseur, le soleil, quand même. On dit qu'ici, c'est beau, c'est chaud, mais c'est un agresseur quand même. Alors, faut belle recommandation, c'est vrai. Ça vaut le détour de préparer notre peau pour les jours de soleil qui s'en viennent. Mais merci, Martine. Et là-dessus, on ressort à l'extérieur. On vous propose maintenant un reportage. En fait, je vous en avais parlé dans mes coups de cœur il y a quelques temps, le salon Emploi-Formation de Laval. Et notre chroniqueuse Claudia Lahaye-Richard va nous montrer comment ça s'est déroulé. Je me trouve présentement au salon Emploi et Formation. C'est leur 6e édition ici à Laval. Venez avec moi, je vais vous en faire découvrir un peu plus. Pouvez-vous nous expliquer un peu le déroulement du Salon de l'Emploi ici à Laval et l'organisation, comment ça fonctionne? Bien, c'est très simple. Les gens se présentent pour venir changer ou se trouver un emploi. Évidemment, les gens ont besoin d'une belle présentation, plusieurs copies de leur CV, même si on en fait ici, on a des machines à photocopier. Rencontre les exposants, les entreprises qui peuvent les intéresser, pose des questions sur les emplois qui sont disponibles. Et il y a aussi des écoles de formation, parce que c'est le salon emploi-formation. Donc, il y a quelques écoles de formation qui sont ici pour souvent compléter des CV. Il y a des gens qui leur manquent des cours pour obtenir un emploi donné. Donc, c'est ça, il y a des écoles de formation qui sont ici aussi. Combien avez-vous d'exposants ici au salon? Aujourd'hui, c'est très près de 45, dont pas loin d'une quarantaine d'entreprises. Normalement, au mois de septembre, ça devrait être pas loin de 60. Puis, quels sont les domaines d'emploi qu'on peut retrouver ici? C'est très varié. On a plusieurs en fabrication métallurgique, juste ici en bas, avec laquelle on a une très belle association avec Emploi Québec et le CEL. Écoutez, ça va de la STL à la commission scolaire. On a la compagnie Techline ici. C'est très, très varié. Et les services que vous offrez sont divers? Avec la présence du CEL, il y a
des ERC ou des corrections au CV. Il y a des ordinateurs pour aider les gens à faire de la recherche en ligne. Donc, ça, c'est les principaux services qui sont offerts par le CEL, effectivement. Et il y a un kiosque où les gens peuvent se faire aider avec leur CV. Oui, c'est ça, la correction de CV. Vous apportez des copies de votre CV et puis les gens du CEL sont là pour la présentation, la structure, évidemment, les corrections à apporter au niveau du français ici présent, sans frais. Donc, une fois que les gens ont rencontré les employeurs, ils peuvent leur laisser leur CV? Bien, c'est le but de l'exercice. C'est comme ça, au lieu d'envoyer un CV par courriel, on le remet directement dans la main du recruteur. Donc, on est certain que notre CV est arrivé. Et puis, c'est comme une première entrevue. Hein? Vous avez la chance de rencontrer les recruteurs directement. Donc, c'est votre chance de faire une bonne impression. Est-ce que vous avez peut-être un chiffre d'un taux de placement, que les gens réussissent à avoir un emploi? C'est très, très, très difficile parce que les recruteurs ont déjà commencé leur travail avant, le terminent après. Si on se fie au taux de renouvellement des employeurs qui viennent, qui nous donnent leur taux de satisfaction, c'est à peu près 80 90 %. Donc, c'est évident que c'est pas fait pour toutes les entreprises. Mais quand on a 80-85 %, c'est un très bon chiffre de retour. Vous êtes présentement en période d'embauche? Oui, nous recrutons dans tous les secteurs d'activité, que ce soit les magasins, les centres de distribution, les bureaux de métro. Donc, on est grandement en recherche de talents à travers le Québec. À qui s'offrent ces emplois-là? Est-ce que aux étudiants, aux personnes avec de l'expérience? On a des emplois pour tous les goûts. Donc, des jeunes avec un peu moins d'expérience qui commencent sur le marché du travail, des gens avec 20-25 ans d'expérience. J'ai rencontré beaucoup de profils aujourd'hui avec beaucoup d'expérience qu'on va pouvoir offrir des postes de gestion. Puis j'ai rencontré des étudiants qui vont faire leur entrée sur le marché du travail avec nous. C'est maintenant le temps de parler de théâtre avec Awatef. Et Awatef, on le dit en introduction, tu vas nous parler d'une pièce qui, cette semaine, va avoir lieu prochainement à Laval. Pas à l'automne 2014. Non. Tu nous parles des Muses orphelines. Exactement. C'est une pièce, je ne sais pas si vous l'avez vue ou non. 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 Encore une fois, tu pointes nos lacunes. Ouais. Moi, je l'ai vue. Oui, donc c'est une très belle pièce. Bon, pour commencer, elle va être jouée le 17 mai à la salle André Mathieu. Donc, c'est une pièce de Michel-Marc Bouchard, d'une mise en scène de Martine Boll. Donc, avant de vous raconter l'histoire, j'aimerais vous dire que c'est parmi les grandes pièces de théâtre québécoises. Donc, elle a été jouée plus de 120 fois dans le monde entier. Wow. Donc, elle a été traduite en plusieurs langues, 12 langues. Elle a été jouée dans plusieurs pays, en Suisse, en New York, en France, en Belgique. J'ai pas pu noter tous les pays. Il y a le Japon. Exactement, même au Japon, oui, ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est l'histoire de... Ça se passe en 1965. Au lac Saint-Jean, c'est... Le petit village de Saint-Ludger-de-Milo. Exactement, j'ai du mal. Désolée. Donc, ça se passe au lac Jean. C'est l'histoire... Saint-Jean, oui. Oui, Saint-Jean. Le lac Saint-Jean, le lac Jean. C'est nos petits lacs au Québec, non? Le lac Saint-Jean, oui. Donc, je vais raconter l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'Isabelle, une petite fille, une jeune fille, elle a 27 ans. Elle est atteinte d'une déficience intellectuelle. Donc, son frère et ses deux sœurs lui mentent à propos de la disparition de sa mère. En fait, leur mère, elle est partie avec son amant, mais on lui dit que ta mère est morte. Ouais. Donc, au bout d'un moment, par le pur hasard, elle rencontre quelqu'un qui lui dit que ta mère n'est pas morte. Donc, c'est une sorte de vengeance. Elle décide de les réunir tous pour leur dire que notre mère revient. Et en fait, c'est elle qui va quitter la maison. Donc, je vous laisse... OK, donc la mère, on ne voit pas du tout la mère, là. On voit ni mère, ni père. Mais c'est ça, ce qu'il disait le metteur en scène, Michel-Marc Bouchard. C'est une façon de montrer la société quand la mère nous quitte, les parents quand ils ne sont pas là, comment les enfants sont abandonnés. Donc, durant toute la pièce, on écoute les enfants raconter leur façon, comment ils voient les parents. Chacun dessine à sa manière ses parents. Donc, il y a Luc, le frère, qui écrit un roman. Donc, pour s'inspirer pour son roman, il imagine la vie de sa mère en Espagne. Mais en fait, elle n'est pas en Espagne, elle est juste à côté. Dans le fond, chaque enfant imagine sa mère dans une vie
Ouais, spécifique. Parce qu'elle les a quittés quand ils étaient très très jeunes. Donc lui, donc pour imaginer ça, pour s'inspirer, il essayait tout le temps de mettre ses robes, les robes de sa mère. Et c'est ça. Donc l'autre, la grande fille, qui a en quelque sorte élevé Isabelle, celle qui est malade. Qui a remplacé peut-être un peu la mère. Exactement. Elle a eu ce côté maternel par rapport à la fille. Donc elle voyait sa sœur comme sa fille. Donc, elle a eu du mal à la fin de voir sa sœur quitter, mais comme on dit, un jour ou l'autre... Tu me racontes la fin? Non. Est-ce qu'on se sent triste lorsqu'on voit cette pièce-là? Non, il y a beaucoup de moments... Ça nous fait réfléchir? Ça nous fait un peu réfléchir, mais il y a beaucoup de moments très drôles et beaucoup de moments tragiques, mais... Je vous laisse. Mais c'est ce qui fait peut-être qui a fait la popularité de cette pièce aussi. Exactement. C'est très profond comme message, mais en même temps. C'est universel, léger. ce genre d'histoire-là. C'est pour ça poignée. Et je sais que Saint-Luigi-de-Milo, le village, le fameux village, dans les versions en japonais ou les autres versions, ça reste toujours Saint-Luigi-de-Milo. Et ça reste le lac Saint-Jean. Ils n'ont pas changé de lieu. non. Donc, à Ouatef, cette pièce-là, pour ceux qui veulent aller la voir à Laval. Donc, c'est le 17 mai à la salle André Mathieu. Donc, et avec qui? Tu as le nom des comédiens qui font... Oui, donc je voudrais dire les noms des comédiens. C'est Maxime Dénommé, Léane Labrèche d'Or, Macha Limonchic et Nathalie Mallette. Oui, une belle distribution. Oui. Belle distribution. Léane Labrèche d'Or, fille de Marc. Le metteur en scène, il racontait... Oui, désolée. Donc, je voulais juste dire qu'il racontait qu'il a eu du mal à trouver la fin. Donc, pour trouver la fin, il était obligé de retourner au lac Saint-Jean. Il avait parlé avec sa mère. Donc, sa mère, elle lui a dit à la fin, c'est pas les parents qui abandonnent les enfants. C'est les enfants généralement qui abandonnent les parents. Oh. Donc, je vous laisse découvrir. On va aller découvrir ça le 17 mai à la salle André Mathieu. Merci beaucoup à Ouatef. Et on va tout de suite aller voir un autre reportage de Jade Moreau qui, elle, ça faisait partie aussi de mes coups de cœur il n'y a pas si longtemps, s'est déplacée aux rencontres humoristiques qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps au Patio Vidal. Patio Vidal, oui, c'était dans le cadre des rendez-vous de la francophonie. Une soirée toute spéciale avec 7 humoristes lavallois qui ont créé un spectacle pour l'occasion. Et on va voir la soirée. Ici Jade Moreau, au Patio Vidal ce soir pour les rencontres humoristiques. Donc ce show-là ce soir, c'est pour les rendez-vous de la francophonie. Plein d'humoristes de la relève qui sont super contents d'être là. On va aller les voir. Ça, la francophonie, pour ceux qui ne savent pas, c'est la langue qu'on parle. Donc, on la fête un peu en disant merci d'exister. Fait que je prononce des mots en français aujourd'hui justement pour ça. Leur maison pourrait être en feu. Ils en profiteraient pour faire cuire des guimauves à toute le voisinage. Toute ma vie, depuis mes 18 ans. Elle m'a avoué ça tantôt. Elle a fait Laval en bref pendant 2 ans à Vox Laval. Elle avait son émission. C'est quoi, 9 à l'écouter à peu près, je pense, à Vox Laval. C'est une fille que j'adore. Elle a énormément de torque, parce qu'on parle français ce soir. Alors, c'est une fille qui a énormément de torque. S'il vous plaît, j'aimerais ça qu'on commence immédiatement à applaudir l'excellente Mariana Mazza! Bonsoir. C'est vrai que j'animais à Laval. J'avais tellement de succès que je fais de l'humour maintenant. Alors, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui m'avaient vu à Laval en bref? Je me présente, d'ailleurs, ceux qui me connaissent pas, moi c'est Mariana Mazza Garza González Fernández Sánchez Pérez Núñez López de la Concepción. Tremblay. J'ai ajouté le Tremblay par mesure de sécurité, c'est parce que je veux pas que ma mère se fasse déporter. Ben non, je déconne, ma mère veut pas se faire déporter, elle est arabe, ils prennent trop de risques si elle prend l'avion. Présentement avec Mariana, tu étais hilarante. Et je me demande, tes projets futurs, as-tu des shows qui arrivent bientôt? Oui, ben en fait, il y a en route vers mon premier gala qui est une émission, le concours d'humour. C'est lundi le 18, mardi le 19, mercredi le 20. Moi, je suis là le 18, donc c'est pour ceux qui veulent encourager. Donc, on va la regarder certainement. Je voulais savoir, as-tu des coups de cœur ce soir? Moi, je connaissais pas mal tout le monde. Fait que... tout le monde. Ben, Corinne, l'animatrice, moi, c'est une de mes idoles, je l'adore. C'est la meilleure qu'il n'y a pas. Sérieusement, c'est un chef, elle est bonne, c'est une bonne amie à moi, elle écrit super bien, fait plein de galas, c'est une brute. Puis rapidement, une petite blague de même qui fait rire tout le monde, que tu comptes? Honnêtement, je sais jamais quoi répondre à ça. Pour vrai, je le sais vraiment pas. Je sais pas quoi dire. C'est correct. Merci, Mariana. C'était super hilarant ton affaire. Allez.
Et souvent, les gens me demandent si je me considère plus arabe ou latine ou québécoise. Et je sais jamais quoi répondre parce que j'ai beaucoup trop de stéréotypes reliés à mes origines. Comme, je suis l'arabe terroriste, la latine qui veut ses papiers, la québécoise qui veut se débarrasser des deux autres. C'est souvent ça qui arrive. Et même quand je passe aux douanes maintenant puis je montre mon passeport, c'est clair, il n'y a plus personne qui me pose aucune question, parce qu'il y a beaucoup trop d'origines. Il y a une fois où est-ce qu'ils m'ont arrêté, et c'est parce qu'ils avaient trouvé des résidus de poudre canon dans ma sacoche. Et c'est une vraie histoire. Après 20 minutes, ils sont venus me reprendre, ils m'ont dit « Excusez-nous, Madame Mazza, c'était une erreur, on avait trouvé des résidus de poudre canon, mais c'est un ingrédient de votre tube à mascara. » Et moi, j'étais comme « Ah! C'est un ingrédient de mon tube à mascara? » Fait que la prochaine fois qu'il va y avoir une alerte à la bombe dans le métro puis que le policier va me demander si j'ai vu quelque chose, j'ai juste à lui répondre « C'est peut-être Maybelline. » Pour finir cette première portion d'émission, comme à l'habitude, je vous propose quelques petits coups de cœur d'événements qui vont avoir lieu soit à Laval, mais là, aujourd'hui, je sors un petit peu, ça va un petit peu à l'extérieur. On reste pour la Rive-Nord, mais je voulais vous parler du défi inventif 2013. Parce que ça vous sonne une cloche. Ça n'a pas l'air. Hein? Moi-même, j'ai découvert. En fait, c'est un concours. Vous savez, un peu comme on voit, par exemple, à Montréal, l'École polytechnique ou l'ETS, il y a des concours de construction de bolides, un peu pour des gens qui sont en ingénierie. Mais là, ça s'adresse aux jeunes du secondaire. Et c'est un défi où ils doivent construire un véhicule. Donc, de A à Z, là, construire un véhicule qui avance sur la plus longue distance possible. L'aide ou c'est vraiment juste eux autres? C'est pas mal. Eux autres, ils doivent avoir des coachs, mais c'est vraiment, ils doivent fouiller dans leur inventivité pour inventer donc un véhicule qui peut avancer seul sur la plus longue distance possible et qui tire en même temps une chaîne. Une chaîne? Oui, une chaîne. Pour un petit poids. Donc, le véhicule ne doit pas juste avancer, une petite chaîne. Là, donc, pour dire que le véhicule doit avoir une petite force aussi, une puissance. Et ça, c'est un défi, je le disais, qui s'adresse aux élèves du secondaire, un peu partout à travers le Québec. Là, je vous en parle parce que c'est la grande finale de la Rive-Nord qui s'en vient. Donc, il va réunir des gens de, oui, Laval, mais aussi Rive-Nord jusqu'à quand même Lanaudière. Et le défi... C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu plus loin cette semaine. C'est à Berthierville, mais c'est le 6 avril entre 13h et 15h à l'école Pierre de Lestage. Moi, je suis sûr que c'est le monde de Laval qui vont gagner, c'est sûr. Les gens sont tellement inventifs ici. Et justement, on va en parler tantôt avec les métiers de la construction. Bon, c'est pas tout à fait construction, là, c'est plus l'ingénierie, mais quand même, c'est impressionnant. J'ai déjà vu, je sais pas si vous avez déjà regardé des vidéos de... Parce que ça se fait un peu partout dans le monde. C'est des jeunes, des adolescents qui inventent toutes sortes de machines. Tu fais, mais comment, justement, ils sont capables d'inventer le mécanisme, parce que... les jeunes, ils font des idées, là, totalement... Des fois, ça peut être des balanciers, une espèce de contrepoids, ça peut avoir de l'eau, toutes sortes de choses. Ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas de limitation au niveau du bolide ou du véhicule qui peut être proposé. Donc, si vous voulez aller assister à ça, voir ce que les gens... gagnant. Puis là, c'est la finale régionale et il y aura ensuite une finale nationale, donc provinciale, pour ce défi Génie inventif 2013. Belle réalisation. Pour voir, surtout pour les jeunes secondaires, ça aussi, ça motive et ça valorise exactement. Ça les prépare pour le terrain dans l'avenir. Oui, puis à savoir s'ils veulent après ça se diriger en génie ou les futurs inventeurs du Québec. C'est un énorme challenge quand même, s'ils partent de rien, puis... c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, mais comme disait Martine, c'est assez impressionnant ce que des jeunes peuvent faire. Des fois, ils ont une idée, même farfelue, peuvent avoir vu dans une BD à force de travailler là-dessus, ben là, ça devient un concept tout à fait donc c'est le défi Génie inventif 2013, la finale de la Rive-Nord, 6 avril. Et je termine avec quelque chose de très différent, vraiment différent. Je retourne à la salle André-Mathieu, où sont présentées les Muses orphelines, mais là, c'est le 14 avril. J'ai vu ça aujourd'hui et je me dis, il faut absolument que vous achetiez vos billets. C'est Richard Desjardins. Ah, mais oui, un incontournable. Qui va être en concert. Et j'étais tellement étonnée de voir, je me disais, 14 avril, c'est bientôt, ça devrait être déjà complet parce qu'il a fait 4 soirs au Club Soda à Montréal il n'y a pas si longtemps. C'était complet, les 4 soirs, impossible d'acheter des billets. Et là, il reste plein de places pour la salle André-Mathieu. Donc là, c'est le temps. Toi, t'as un siège en avant en plus. En fait, je me suis acheté des billets. Quand j'ai vu qu'il y avait de la place rangée
Je ne dirais pas, vous allez me voir là-bas, mais très proche, deuxième rangée. Donc, pour le 14 avril, Richard Desjardins qui nous a offert son album L'Existoire l'année dernière, qui a été en nomination déjà pour plusieurs prix, pour meilleur spectacle. C'est des supplémentaires, donc allez-y, vraiment ça, je pense que c'est le meilleur détour que vous pouvez faire au mois d'avril. Richard Desjardins, oui, là, il est en tournée pour 2013 pour ce spectacle avec L'Existoire, mais donne pas des concerts si régulièrement et c'est souvent très, très complet. Donc, profitez-en à la salle André-Mathieu. C'est assez étonnant qu'il reste quand même... Oui, donc profitez-en, allez-y. Garochez-vous à la billetterie. C'est le 14 avril, dimanche à 20h. En plus, un dimanche, 20h, ça finit bien une fin de semaine. Richard Desjardins, mon coup de cœur. Et le vôtre, j'espère. Et c'est déjà presque tout pour nous aujourd'hui, cette semaine. Ça passe trop vite. Trop vite avec vous. Toujours trop vite. Et on va en profiter cette semaine. On a retenu de bien s'hydrater. De bien s'hydrater. Moi, j'ai vu ce que ça fait sur mes mains. Je trouve ça fantastique. Puis en plus, ils sentent bonne mes mains. Oui, j'ai la nouvelle peau. J'ai une nouvelle peau. Semaine prochaine, nouveau corps complet avec une exfoliation. Tout jeune. On va briller par Martine. Pour garder notre jeunesse. Oui, c'est ça. Pour s'entretenir. Ça, c'est vrai. Tout à fait. La jeunesse éternelle. Bien, merci à vous, Martine. Merci Nicolas aussi, pour tes suggestions cinéma. On te retrouve bien sûr la semaine prochaine à WATEF. Merci aussi beaucoup. On te retrouvera pour une autre suggestion de pièce de théâtre prochainement. Et dans quelques instants, là, on change d'univers. On aura autour de la table des directeurs ou directeurs adjoints des centres de formation pour les métiers de la construction à Laval qui font partie donc, de la commission scolaire de Laval. Là, on parle de choses, là. Oui, des vrais métiers, mais des métiers qui ont beaucoup d'avenir. Oui. Et c'est ce qu'on va vous dire, que c'est des formations, des fois, qui sont plus ou moins connues et qui sont ouvertes à tous. Hein. On pense que les métiers de la construction, c'est pour les hommes seulement, mais non, Martine, on pourrait aller travailler là. Ah, oui? Les femmes sont quand même en hausse là-dedans et on vous présente tous les détails de ces programmes de formation. Dans quelques instants, restez à l'écoute. Alors, comme je l'ai annoncé il y a quelques instants à peine, on va parler des métiers de la construction et de la construction aussi un peu en général, ici sur le territoire de Laval, avec 3 représentants des établissements qui offrent des formations pour les différents métiers de la construction qui font partie de la commission scolaire de Laval. Alors, tout de suite, je vous les présente autour de la table. On a André Legault, qui est directeur du centre de formation en métallurgie de Laval. Bonjour. René Barrette, directeur adjoint du centre de formation Le Chantier. Bonjour. Et Louis Riendeau, directeur adjoint de l'École polymécanique de Laval. Bonjour à vous trois. Bien, merci d'être présent. Ça me fait plaisir. Donc, je l'ai dit en introduction d'émission, c'est pas nécessairement un sujet ou un thème que je connais à fond. Oui, la construction, bien sûr, on entend beaucoup parler, surtout ces temps-ci. Mais là, on va d'abord vous connaître pour les établissements d'enseignement. Donc, vous proposez chacun de votre côté des formations dans différents domaines des métiers de la construction. On va commencer juste par vous situer un petit peu avec ce qu'on peut retrouver chez vous. On commencerait peut-être avec M. Legault. Certainement. Donc, vous, c'est le centre de formation en métallurgie. Donc, déjà, on voit qu'il y a un petit... Effectivement, on est du côté du métal, bien sûr. Je pense que le nom, il parle de par lui-même. Donc, chez nous, on est un petit centre. On a 3 programmes en général. Donc, le premier programme qui est Ferblanterie-Tôlerie, qui est un programme, justement, qui est régi par les métiers de la construction. Et il y a 2 volets à ce programme-là. Il y a un premier volet industriel. On a juste à penser à ce moment-là au domaine hospitalier ou au domaine de la restauration, tout ce qui est stainless steel, etc. C'est sûr qu'on peut penser aussi dans le même ordre d'idée, toute entreprise manufacturière. Et le deuxième volet, c'est le volet construction, dans lequel, à ce moment-là, on va faire du revêtement métallique de toiture, du revêtement métallique vertical. On va faire aussi de l'installation de systèmes de ventilation. Donc ça, c'est vraiment la partie construction. Mes autres programmes qui ne sont pas régis par la construction, j'ai soudage-montage et j'ai aussi soudage haute pression. Cependant, suite à la formation, les gens peuvent aller quand même se chercher un certificat de compétence d'occupation. Ce qui fait en sorte, à ce moment-là, selon le besoin du marché, la CCQ, à ce moment-là, rouvre une cohorte sur un cours de base sur la formation sur les chantiers. Et à partir de là, à ce moment-là, les gens peuvent adhérer. Ensuite, il y a aussi la partie santé et sécurité. Des métiers de la construction. Exactement, exactement.
Fait que c'est un petit peu ce qu'on a chez moi. Donc, en métallurgie. On est dans la métallurgie. Exactement. Au chantier, bon, on vous connaît bien. Vous êtes pas loin de nos studios, presque voisins. Très connu. Oui. Très connu. Je trouve ça bien qu'André ait dit qu'il y a un petit centre, parce que nous, on a un gros centre de formation au niveau de la construction. Mais bon, ceci étant dit, c'est un centre à vocation supra-régionale, reconnu au niveau national pour certaines options. 5 options, dont 2 qui sont très connues, et très célèbres, très populaires, très en demande. Ouais. Électricité, charpenterie, menuiserie. Mais d'office, c'est un centre sur lequel siège la Commission de construction du Québec. Donc, il y a un comité de gestion. Donc, toutes les opérations, même pour les 3 centres, c'est la même chose aussi, là, pas au niveau de la gestion comme telle des centres, mais au niveau de la reconnaissance des programmes de formation. La CCQ est un partenaire comme d'emblée avec nous. On est régi par des normes professionnelles. Donc, c'est sûr que ça nous distingue un peu là, par rapport aux autres options des autres centres de formation. Vous êtes régi, vous voulez dire, au niveau des programmes de formation, déjà, ils sont régis par les normes. Okay. Oui, c'est une norme professionnelle. Tu ne peux pas travailler dans la construction si tu n'as pas une carte de compétences. Donc, soit une occupation ou un métier. Bon, il y a des stages, apprentis, ensuite compagnons, etc. Mais nos centres de formation forment des élèves vers donc, ces ceux qui achèvent les programmes, tout de suite, ils font partie là, de... Puis c'est une raison de plus de prendre la formation, là, parce que ça donne une carte d'entrée directe. Oui. Plus rapide que d'y aller par toutes sortes de métiers. Oui, c'est ça. Avoir les compétences. Donc ça, c'est du côté du centre de formation Le Chantier. Et M. Riendeau, vous êtes de l'école polymécanique de Laval. Donc déjà aussi, on voit une petite spécificité, donc plus mécanique. Mais expliquez-nous un petit peu ce qu'on retrouve chez vous. Quand on parle mécanique du bâtiment. Donc ça regroupe plusieurs programmes. Nous avons 6 programmes à l'école polymécanique, dont réfrigération, plomberie et chauffage, mécanique de protection contre les incendies. Donc le seul endroit où on peut se faire former pour les gens qui vont installer les gicleurs, c'est à l'école polymécanique. Nous sommes le seul centre à dispenser ce diplôme d'études professionnelles-là. Ce centre de la province? Oui, le seul centre à travers la province. On a aussi mécanique industrielle d'entretien et de construction. Avec mécanique industrielle, il y a une possibilité d'avoir 2 attestations de spécialisation professionnelle, une en commande industrielle et une en entretien préventif. Donc, pour cela, il faut avoir réussi un DEP auparavant. Ce sont les métiers, les formations pour lesquelles on va faire un appel là, aux métiers régis. On a 2 formations qui sont entretien général d'immeuble et hygiène et salubrité, qui, eux, ne font pas partie des métiers de la construction, entre autres hygiène et salubrité. Je pense qu'on comprend. C'est en milieu de soins, donc le milieu hospitalier. Mais quand même à l'école polymécanique. Donc, tout ça à l'école polymécanique. Donc, on est versatile chez nous. Ben oui, c'est ça. Chercher toutes sortes de formations. Et là, bon, on a vous 3 ici réunis, ça couvre presque l'ensemble de ce qu'on peut retrouver dans le milieu de la construction et autres aussi. Si on parle en ce moment de tout de suite de la popularité de vos programmes. Là, on en parle aujourd'hui. Est-ce que la construction, c'est encore très prisé chez les jeunes ici sur le territoire de Laval ou même d'ailleurs, si vous dites que vous avez des programmes uniques au Québec, est-ce qu'il y a encore un engouement pour les métiers de la construction? Oui, c'est énorme. C'est énorme au niveau de la demande. Juste un exemple, en charpenterie-menuiserie, on a près de 500-600 demandes pour l'équivalent de 220 places de disponibles. Oh, donc 3 fois plus de demandes. Oui. Électricité, c'est 400 demandes pour 80 places, donc 1 sur 5 qui va être retenu. Mais au niveau des autres programmes de formation qui sont comme connexes, bien, il y a de la place. Il y a de la place, des choses qui sont moins connues aussi. Il y a des programmes plus spécifiques. Ben, chez nous, moi, c'est ça, mon programme de ferblanterie-tôlerie est plus méconnu. Fait que, effectivement, j'ai pas des listes d'attente comme ils peuvent avoir au chantier, mais malgré ça, par contre, j'ai réussi à compléter mes cohortes sur une base régulière. Déjà, actuellement, je peux dire que mes cohortes pour le mois d'août sont déjà complets. Donc, on est déjà rendu en janvier 2014 là, chez nous. Malgré que mon métier est moins connu que plombier, électricien, ça, c'est populaire. Mais ferblantier, c'est comme un petit peu moins recherché. Par contre, il y a tellement de belles possibilités. C'est moins recherché ou c'est juste moins connu de la part des futurs élèves? Peut-être une combinaison des deux. À partir du moment où qu'effectivement, qui serait plus populaire et serait plus, ça serait plus clair pour les gens à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, ça serait plus couru. Mais comme je disais tantôt, il y a quand même 2 volets. Le volet industriel et le volet de la construction. Fait que ça vient comme le mettre un petit peu là, entre deux. Parce que j'imagine que pour vous, quand vous recevez des demandes, surtout si il y a 3 fois plus de demandes que de possibilités de places, est-ce que vous essayez de réorienter des fois les gens, de proposer
des alternatives en disant peut-être, hein, as-tu vu tel programme, peut-être ça pourrait être intéressant. La commission scolaire offre, la plupart des centres, de toute façon, on a une conseillère ou une conseillère en formation. Et lors de l'inscription, c'est évident que s'il y a un délai d'attente, des fois d'une année ou des choses comme ça, on informe notre clientèle, on les dirige. Il y a le guichet conseil aussi que la commission scolaire de Laval met en place pour justement diriger les gens pour lesquels, bon, c'est sûr que les métiers de la construction, c'est attrayant, la rémunération aussi est attrayante et tout ça, mais s'il n'y a pas de place, puis on ne peut pas les former, donc on essaie de les diriger. Et est-ce que c'est ça, vous parlez de la rémunération, c'est un point qui revient quand on pense à ces métiers-là. Est-ce que c'est surtout ça qui attire les gens ou c'est encore de développer des compétences ou c'est un gros point d'attraction? C'est un des critères. Ouais. C'est un des critères, mais je dirais que par hiérarchisation des critères de choix, c'en est un parmi d'autres. Il y a d'autres considérations. Maintenant, on dirait que les jeunes ont plus un sentiment d'appartenance, veulent faire partie d'une équipe. On le désire de contribuer ensemble à la même contribution. Donc, si on parle des charpentiers, il y a plusieurs corps de métier autour de ça qui vont comme aider à la construction d'une maison. L'électricien, c'est un peu la même chose. Ils sont tous en cohabitation. Et vous parliez tantôt de choix de deuxième rang, des fois des métiers très connexes au niveau des habiletés. On prend installation de produits verriers qui est très peu connu, qui est très en demande. C'est un peu ça le paradoxe. Dans l'industrie de la construction, avec les édifices qu'on voit, avec les grandes vitres, bon, l'aéroport de Dorval, entre autres. Oui, bien, sur beaucoup de nouvelles constructions, on privilégie les grandes éco-énergétiques, bon, tout ça. Et ils sont refusés en charpenterie, ils peuvent aller là, puis ils retrouvent le même genre d'habileté à développer au niveau moteur. Tu sais, c'est l'utilisation d'une scie, tout ce qu'il faut, les scies onglets pour couper les angles, l'installation. On change le bois pour de la vitre. Et voilà, c'est le matériau qui diffère, tu sais, mais c'est les mêmes habiletés qui sont comme développées à l'intérieur de ça. Parce que le salaire, c'est une chose. Oui. Puis moi, je le vois bien parce qu'effectivement, les gens qui viennent en ferblanterie, 90 s'en vont du côté de la construction, justement, à cause des conditions de travail, etc. Sauf que, justement, il y a les conditions qui vont avec. Ouais. On ne travaille pas dans une petite place à bureau, 9 à 5, 9 à 5, exactement. On travaille dans des conditions puis des climats pas trop faciles, dans les hauteurs, au froid, dans les chaleurs. Donc, tu dis, oui, je veux y aller pour le salaire, mais en fin de compte, il faut quand même t'aimes ce que tu vas faire parce que c'est pas évident. Est-ce qu'il y en a qui le réalisent juste après avoir fait de la formation? Ah ouais. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de... Louis en disait tantôt, c'était dans les mécanismes que la commission scolaire développe pour essayer de leur faire vivre de l'expérience avant. T'sais, un bon stage d'exploration. Ouais. Pour changer juste l'idée qu'on peut avoir de l'avoir pour vrai, la réalité du métier. Viens passer une journée à t'exposer, à manipuler, à regarder, à être confronté à l'auteur, comme le disait André, mais aussi de voir la passion des gens qui enseignent ça, qui vont donner un reflet tout à fait réaliste de ce qui se passe dans le métier. Parce que l'enseignement est collé. C'est pas un cours de maths où on va prendre un autre cours de maths l'année suivante. C'est très pratique, les enseignements. C'est à l'extérieur. Là. On termine, là, puis oups, tout de suite, là, on va dans le milieu. Donc, on doit être prêt. Et ça, cette proximité-là du marché du travail, ça interchange là, au niveau des rôles, au niveau de l'enseignant, qui n'est pas rien qu'un enseignant, mais un accompagnateur, un formateur d'hommes et de femmes, je dirais aussi, parce que ça on va en parler aussi. Des femmes dans quelques instants. Oui. Ce qu'il faut mentionner aussi, la commission scolaire, ou en tout cas nos centres, puis les centres de la commission scolaire de Laval, offrent la possibilité de devenir élève d'un jour. Ce qui permet aux personnes qui sont ambiguës à savoir est-ce que je voudrais faire peut-être le métier de charpentier-menuisier ou plombier ou frigoriste. Donc, de venir passer quelques heures dans un département avec des élèves et un enseignant sur une certaine supervision pour comprendre ce qu'est le métier. Pour voir s'ils ont peut-être un coup de cœur ou peut-être pour quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas choisi d'emblée. Là, souvent, c'est ça. Et pas faire une démarche peut-être inutilement, parce que c'est important aussi de savoir ce qu'on ne veut pas faire. Oui. Bien, ça, souvent, c'est ça. Des fois, on ne sait pas quoi faire, mais c'est mieux d'éliminer ce qu'on ne veut pas faire pour finalement avoir un choix plus précis. Et au niveau de... Bon, les formations sont quand même assez courtes. Chez vous, c'est quoi en moyenne? 1350, 900, 600 heures dans certains cas. S'échelonne sur une année, 2 années. Ça peut être 6 mois, jusqu'à 1 an et demi, 2 ans. En électricité, c'est 1800 heures. Certains programmes aussi dans d'autres centres. Ça tourne pas mal. Oui, on a des formations de 900 heures qui est à peu près l'équivalent d'une année, mais la majorité de nos formations sont de 1800 heures, donc réparties sur 2 années. Sur 2 années. Exactement. De votre côté aussi. C'est ça. Moi, les 2 programmes, c'est 1800 heures, puis ça se fait là, effectivement, sur 1 an et demi. Donc, rapidement, on rentre dans le marché du travail. Et là, bon, c'est 3 centres, on le dit, associés à la commission scolaire de Laval. Est-ce que tous les finissants
travail à Laval par la suite? Est-ce que le marché de la construction de Laval est assez fort et vigoureux pour accueillir tous les nouveaux finissants? Mais ce qui est évident pour notre programme mécanique de protection contre les incendies, je vous disais qu'on était le seul centre. Ah ouais, bien là, donc ça, on n'a pas... C'est des gens qui retournent dans leur région après. On a souvent des gens qui, évidemment, viennent des régions extérieures. Pour ce qui concerne les formations comme frigoriste et plomberie chauffage, nous sommes la seule centre dans les Basses-Laurentides et les Laurentides à pouvoir donner cette formation-là. Donc, on a beaucoup de gens qui vont sortir de Laval parce qu'ils viennent du Nord. Mais il est difficile de cibler le marché vraiment parce qu'ils vont suivre où est la construction, et principalement la construction est dans les grands centres. Ce qui est important, c'est justement de situer le programme en tant que tel. Parce qu'il y aura des programmes locaux, comme moi j'ai soudage-montage qui est local, donc va se retrouver dans les différentes commissions scolaires avoisinantes. Donc c'est sûr que, premièrement, les gens vont venir chez nous parce que c'est à proximité d'eux. Et par la suite, bien, les entreprises pour lesquelles ils vont avoir accès vont être aussi à proximité. Je regarde mon programme Ferblanterie-Tôlerie, qui est un petit peu comme M. Riendo. C'est un programme régional, Laval-Laurentide, la Naudière. Donc, c'est sûr que là, on va chercher dans ce bassin-là. Et les gens, par la suite, à ce moment-là, retournent dans leur milieu, encore une fois. On en a 3 du même genre que ce que vient de mentionner les 2 aussi. Je dirais que la mécanique du bâtiment est pas mal plus au niveau du bâtiment à l'intérieur ou le confort. Nous, on est vraiment dans le bâtiment travaux publics. La structure. Génie civil, la structure, en ferblanterie aussi. Là. Et on a une vocation supra-régionale. Donc, on a des clients qui viennent des Basses-Laurentides, des Hautes-Laurentides, qui viennent se montrer. D'où le nombre croissant de demandes par rapport au nombre de places. Et les centres n'agrandissent pas. Pour l'instant, il n'y a pas de développement pour accueillir plus d'étudiants? Bien, pour répondre à votre question, il y a une explosion démographique là, qui est tout autour de Laval, en périphérie, Couronne-Nord, qui est là, qui est présente depuis plusieurs années. Donc, ça amène la construction neuve, ça amène la construction d'infrastructures. Donc, ça suit. Et on les forme et ils trouvent un travail dans la région. Là. Le placement est presque... Il n'y a pas de problème de ça. Presque 100 bon, peut-être pas 100 mais la plupart des gens sortent et trouvent tout de suite un emploi. Oui, effectivement. Compte tenu que le marché de la construction va très bien, que ce soit industriel ou résidentiel, bien évidemment, tous nos élèves se placent facilement. Ils ont peu de difficultés, là. C'est le plein emploi. Le plein emploi, c'est ce qui va aussi attirer, j'imagine. En plus, on parlait du salaire, mais aussi le fait de pouvoir trouver, parce qu'il y a plein d'autres branches où des fois on fait des études pendant des années. Et le placement sur le marché du travail, ça prend presque aussi longtemps que les études elles-mêmes. Et on va sauter tout de suite aux femmes, pourquoi pas, hein, peut-être? Parce que, quand même, depuis longtemps, le métier de la construction, on le sait, c'est un métier masculin. Depuis quand même plusieurs années, on voit des femmes dans différents... peut-être plus dans certains métiers que d'autres. Est-ce que vous avez vu dans vos établissements une certaine augmentation de l'intérêt, si c'est pas des inscriptions elles-mêmes de la part de femmes? Moi, je dirais pas une augmentation, mais une stabilité. Moi, je regarde dans une cohorte de 22, parce qu'en formation professionnelle, on a des cohortes de 22 en moyenne pour partir des nouveaux groupes. Et j'ai toujours environ deux femmes par cohorte. Et 2 sur 22, OK. Oui, 2 sur 22, 10 un petit peu moins que 10 Puis ils sont le bienvenu. Ils sont bien accueillis, puis ils cheminent au travail de la formation, puis c'est le fun de les voir aller. Puis sur le marché du travail aussi, sont bien acceptés, dû au fait justement qu'ils sont minutieuses, ils ont une qualité de travail que souvent le gars, je suis un gars, donc je fais ça rough un peu, tandis que la femme va aller chercher une finition, pas nécessairement que l'homme va aller chercher. Fait qu'ils sont le bienvenu. Fait que c'est en tout cas, moi, personnellement, mais il n'y a pas d'augmentation, même si parce que vous dites, justement, les femmes travaillent de façon chez moi, différente. Je ne peux pas répondre pour mes collègues, mais chez moi. De votre côté? C'est à peu près la même chose. Oui, ça reste... Au niveau de la moyenne, peut-être un ralentissement dans les dernières années. Il y a eu des années plus fastes. Il y a eu énormément de promotions qui ont été consenties sur les métiers non traditionnels. Peut-être un ralentissement. Les gens sont allés un peu sur leur galon à ce niveau-là. Là, et stabilité dans les dernières années, pas un accroissement, tout comme André le disait. J'ai pas vu une augmentation majeure dans les dernières années, mais un maintien. Même si c'est pas 1 ou 2 de plus par année, non, ça reste... Sauf que peut-être, par rapport à ça, celles qu'elles viennent, qu'elles complètent, elles poursuivent, elles persévèrent, elles sont là, puis notamment plus peut-être que certains hommes là, qui sont venus par attrait de d'autres bonnes raisons, comme les conditions et tout ça, mais quand il s'avère la réalité du marché du travail, donc les femmes peut-être feraient un choix vraiment plus éclairé. Plus posé, oui. OK.
de côté... Polymécanique, c'est similaire au niveau des inscriptions. Par contre, ce que je dois mentionner, c'est qu'on a 3 enseignantes, dont, ça, déjà... 2 en mécanique du bâtiment. Donc, déjà, d'avoir un modèle comme ça peut encourager. Oui, on est fiers de la situation, le fait d'avoir 3 enseignantes. C'est rare de voir ça dans les centres de formation professionnelle. Ça, c'est vrai. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a aussi des concours qui encouragent justement la venue des dames. Donc, 2 concours. Il y a Chapeau les filles et Talons hauts et Cap d'acier. Oui. Donc, effectivement, là, nos dames, à ce moment-là, participent à ce genre d'activité-là. Puis, à ce moment-là, c'est de faire prévaloir, justement, quelles sont les contraintes qu'ils font face, puis dans quel milieu ils se retrouvent lorsqu'ils se retrouvent dans un milieu traditionnellement masculin. Donc, je trouve ça le fun qu'on les encourage justement là, à pouvoir s'extérioriser puis dire qu'est-ce qu'il y en est, puis de pouvoir peut-être changer justement la vision qu'on peut avoir de la mentalité du milieu en général. Parce ça. que là, on parle du milieu de la formation pour les métiers en construction qui semble très ouvert, on accueille les femmes, mais est-ce qu'après ça, quand on sort on est dans le vrai monde, comme on dit, est-ce que là, l'ouverture est aussi grande ou c'est... Il y a un changement de culture. Ça commence à changer tranquillement, là. C'est un changement de culture, c'est long, c'est un processus. Et par contre, les femmes qui sont venues, qui ont adhéré au processus, qui sont en adhésion là-dedans, elles défraient le chemin, tu sais, actuellement. Puis on voit de plus en plus d'employeurs réceptifs à les voir arriver. Puis, tu sais, regarde, les représentantes qu'il y a eu en formation professionnelle, c'est des dignes représentantes. Il faut leur donner tout le crédit à ces femmes-là. C'est difficile quand même de débrousser, justement, de faire son chemin quand il y a quand même, il faut le dire, il y a quand même une opposition là, du milieu, un milieu assez hermétique qui voulait peut-être pas... Ça s'est amélioré depuis plusieurs années. Moi, avec l'arrivée, en tout cas, je pense qu'il y a une ouverture au niveau du marché de la construction. Il y a peut-être un adoucissement, je dirais, général, et c'est pour ça que les femmes ont vraiment leur place. Puis, comme le disait M. Legault, évidemment, lorsqu'ils font le boulot, ils le font de très belle façon. C'est ça. Donc, c'est après ça difficile de retourner et de dire « Ah, finalement, on veut plus de femmes » quand on reconnaît que le travail est bien fait, non seulement bien fait, peut-être encore mieux. Bon, on va pas faire de compétition hommes-femmes, mais complémentaire aussi, des femmes qui vont peut-être faire des rôles différents aussi, qu'il y a sûrement des métiers, parce que oui, les métiers de la construction, c'est quand même, on parlait de conditions difficiles, le chaud-froid, ça aussi, bon, ça prend une condition physique assez importante aussi, ça, non? Est-ce qu'ils ont, les jeunes qui étudient, ils ont un entraînement physique particulier aussi pour être capables de travailler dans le milieu? Ce qui est évident, c'est que la plupart des métiers de la construction, en tout cas, il ne faut pas avoir le vertige, parce qu'ils vont travailler en hauteur, dans les échafaudages. Ça, je dirais que c'est l'élément numéro 1. C'est sûr que des fois, ils ont à transporter de l'équipement qui est lourd, le matériel aussi, mais tout cela, avec l'arrivée d'équipements de nacelles et compagnie, ça rend la tâche beaucoup plus facilitante. Par contre, c'est peut-être pour ça aussi qu'est arrivé les femmes. Ils ont pu accomplir cette fonction de travail-là qui, auparavant, je revois le plombier qui partait avec des tuyaux dans le dessous du bras. Aujourd'hui, je ne dis pas que ça se fait pas, mais ça se fait de façon différente. Plus sécuritaire aussi. Oui, et peut-être pour travailler plus longtemps aussi, sans se blesser, il y a ça aussi. La technologie est aidante. On a les centres de formation concentrent aussi des efforts là-dedans. On a un gymnase chez nous, c'est ça. Pour aider les jeunes qui, bon, peut-être au niveau de l'entraînement. Il faut quand même se préparer, là. Mais déjà, la formation, c'est une épreuve, là. C'est une épreuve avant d'accéder à un régime d'apprentissage, parce que lorsqu'ils arrivent dans le métier de la construction, ils sont apprentis. Alors, il y a une série d'heures à faire avant de devenir un compagnon. Et là, d'avoir une augmentation salariale, donc il y a des heures à compléter dans un carnet, donc une série d'apprentissages liés avec un compagnon qui est là. Il faut voir ça comme étant un parcours, dans lequel il y a comme une gradation au niveau de l'acquisition des compétences, puis aussi en même temps au niveau du confort à exercer le métier. On les prépare à ça, notre travail. Donc déjà d'avoir un gymnase pour se préparer. Augmenter la force physique. Oui, mais c'est ça, non, mais quand même, c'est à considérer... parce que pour pas avoir la mauvaise surprise de dire plus capable, surtout dans le processus de formation. Là. Salle d'entraînement, les poids, les haltères et tout ça. Les tapis, les mettre en forme un peu. Ils arrivent peut-être un peu confortable au début. C'est la première fois qu'on grimpe sur un toit et qu'on installe du Bordeaux. Quand même. Fin de la journée, on est épuisé. C'est sûr qu'on n'a pas tous la même chance d'avoir des installations comme au chantier. On est un petit peu jaloux des fois. Les étudiants sont invités à venir. C'est ça que j'allais dire. Il peut y avoir des collaborations, des visites. Des visites d'un bord... Pour le cardio, on a une équipe de hockey. Mais ça, c'est le chantier aussi. Donc, il y a des compétitions intercentres. Votre équipe s'en vient pas pire, d'ailleurs. On voit que le chantier... Non, mais on collabore ensemble. Je pense que les
les projets sont là, sont sur la table. Puis l'idée là-dedans, c'est de desservir le client. Tout là au service de la population. Puis d'illustrer aussi, parce que même dans le milieu de la construction aussi, il y a beaucoup de collaboration entre les différents corps de métier. Donc déjà d'habituer, vous parlez tout à l'heure de l'entraide ou de vouloir travailler en groupe. Donc déjà d'avoir cet esprit-là à l'école, bien, ils vont aussi vouloir travailler comme ça après. Bien, le lien d'appartenance, c'est important. Bien oui, c'est ça. Si on parle et de l'avoir non seulement à l'école, mais aussi sur le marché du travail. De pouvoir le développer. Puis pas parce qu'on travaille que là, on devient plus indépendant. Mais il y aura toujours beaucoup de communication avec les métiers de la construction, parce que la partie charpente, c'est une étape, mais il y aura aussi une partie peut-être structure métallique. Puis il y a les électriciens, les plombiers, tout ça. On ne peut pas arriver tout ce beau monde-là simultanément. Là. Ah non, une synchronisation. Donc, il y a de la communication, puis il y a du travail aussi selon la grosseur là, ou l'amplitude du chantier de construction. Donc, il doit y avoir de la communication. Un exemple, entre autres, où dans deux de nos programmes, on a un cours de soudage qui est donné au centre de formation. C'est le centre de formation de métallurgie qui donne le cours de soudage. Et déjà une collaboration. Revenir et nous dire, ben moi, j'aime ça le cours de soudage, je m'en vais en soudage. Oui, de faire des formations complémentaires. Bon, c'est là-dessus déjà que se termine cette portion d'émission. Merci beaucoup à vous trois de nous en avoir appris plus sur ces métiers de la construction et le milieu de la construction, un milieu très en demande, que ce soit à Laval ou partout au Québec. Merci beaucoup, André Legault du Centre de formation en métallurgie de Laval. Merci à vous. René Barrette du Centre de formation Le Chantier et Louis Riendeau de l'École polymécanique de Laval. Merci de nous avoir reçus. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Et on en invite les téléspectateurs à aller vous découvrir individuellement. Merci beaucoup à la maison d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Ça vaut le détour. Au revoir.